Donc nous allons maintenant débuter la dernière et plus longue partie du cours sur les environnements continentaux, la partie 4, dans laquelle nous allons traiter principalement des environnements fluviatiles et des environnements deltaïques, les deux étant directement connectés. Donc là vous avez par exemple un exemple du delta de l'Okavango, que je vous rappelle, ce delta se retrouve dans un environnement endoréique, il n'a pas d'exutoire vers la mer. Donc les environnements fluviatiles sont des systèmes de transfert de l'eau où vous allez avoir avec cette eau des sédiments et des ions qui sont issus des zones de ruissellement par l'eau de pluie, qui vont pouvoir se connecter à ces environnements fluviatiles soit de façon aérienne, soit souterraine, pour après être transportés au final soit dans des lacs ou dans des bassins endoréiques, mais dans la très grande majorité des cas, vers les océans. Il faut bien se rendre compte que le sédiment qui va être transporté va avoir tendance à remplir les bassins sédimentaires, quels qu'ils soient, alors que les ions les ions transportés dans l'eau vont donner la salinité des lacs et des océans, et l'ensemble ayant des cycles. Il y a des cycles sédimentaires, il y a où va suivre les cycles tectoniques, alors qu'on a aussi des cycles chimiques ou biogéochimiques, donc avec des enfouissements dans un sens qui peuvent être au cours du cycle recyclés d'une manière ou d'une autre. Il y a autant de cycles biogéochimiques que d'ions, donc c'est quelque chose dont on discutera assez peu aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on va discuter, c'est la morphologie des environnements fluviatiles et leur fonctionnement. Il faut bien se rendre compte que dans un environnement fluviatile, on va avoir dans les environnements plutôt d'altitude la pluviométrie qui vont accumuler par ruissellement de l'eau, créer un début de réseau fluviatile. Ces petits ruisseaux, ces cours d'eau vont se connecter les uns aux autres pour arriver vers des systèmes à plus grande échelle. Dans la partie la plus haute, donc en amont, on va avoir une tendance à l'érosion. Donc comme il y a de la pente, on va avoir une tendance à l'érosion. Donc alors, plutôt une zone érosive et pas de sédimentation. Alors que quand on va aller en aval, on va avoir une zone avec préférentiellement de la sédimentation dans les zones de bassins sédimentaires, parce qu'on a de la subsidence, donc on crée de l'espace d'accommodation, c'est-à-dire de l'espace pour pouvoir déposer du matériel. C'est la géométrie de ces dépôts vont suivre une dynamique particulière qui suit la dynamique fluviatile. Et puis entre ces deux systèmes, amont, aval, on va avoir pas de sédimentation dans une zone uniquement de transfert, ni d'érosion dans cette zone de transfert. Enfin, en tout cas, très peu dans les deux cas. Dans les cas aval, enfin, on verra deux grands types de réseaux fluviatiles, à savoir les rivières en tresse et les rivières méandriformes. Les rivières en tresse étant préférentiellement dans les zones à un peu plus fort pente que les rivières méandriformes qui sont plutôt dans les zones à plus faible pente. Donc, la partie la plus en amont, la partie avec dynamique d'érosion. On va avoir de l'altération chimique, l'eau va former une hydrolyse, on peut avoir l'implication de certains végétaux qui vont se mettre en place, des pluies plus ou moins acides en fonction des massifs que l'on va attaquer. Quoi qu'il en soit, on va avoir une altération chimique. Puis on va avoir aussi une érosion physique par l'écoulement de l'eau, par le gel et le dégel. Tout ça va déstabiliser des pentes et créer des cônes d'éboulis ou des cônes alluvions dans les zones en amont. Donc les cônes d'éboulis, qu'est-ce que c'est? C'est des parties issues de la fracturation de la roche qui vont se fracturer et on va créer un éboulis sous dynamique gravitaire, sans cohésion des grains. Et donc on va avoir au final un granoclassement de nos grains, des petits clastes en amont vers les plus grands clastes en aval. Comme vous pouvez le voir ici, vous voyez plutôt quelque chose qui a l'air d'être plutôt fin ici, alors que plus bas, on a l'impression d'avoir des plus gros blocs. Si on a cette fois-ci une action de l'eau,
on va avoir plutôt un cône alluvial, comme ici. On voit clairement ici le passage de l'eau, où cette fois-ci on va avoir un écoulement sous forme de crue, et un peu plus de cohésion entre les grains, et cette fois-ci les gros clastes vont rester plutôt en amont, et les plus petits vont s'écouler plutôt en aval. Une fois qu'on a passé ces domaines érosifs, on va pouvoir transporter ce matériel, et on va le transporter dans une dynamique fluviatile. Ce matériel transporté dans les rivières et dans les fleuves vont se faire sous différentes géométries, dont les deux plus grandes caractéristiques, je vous disais, sont les caractéristiques méandriformes, comme ici, et caractéristiques en tresse. Alors, si on les reprend un peu tous, différents cas en tout cas, non exhaustifs avec tous les intermédiaires possibles, on va avoir des rivières qui vont être droites, avec un chenal unique, ou avec plusieurs chenaux. D'ailleurs, quand il y a plusieurs chenaux, on va appeler ce type de fleuve anastomosé, donc c'est plusieurs chenaux. On va avoir des systèmes qui vont être droits sans barre de chenal, ou avec des barres de chenal, et dans ce cas-là, quand il y a des barres de chenal, on va dire qu'il est en tresse. Je vous préviens, c'est différent entre ça, anastomosé, et avec un système tressé, tout simplement parce que le système tressé, on va avoir des petites îles qui vont bouger suivant la dynamique. Alors que là, ce sont des bras de chenaux, et ce sont les parties non creusées qui vont être restées sur place. Alors que dans ce cas-là, c'est vraiment la dynamique du fleuve ou de la rivière qui va créer ces petites îles. Et enfin, on peut avoir un système qui va être beaucoup plus arrondi, flexueux, qui vont être le système méandriforme, qui vont former des grands virages comme ceci. Et associé à ces virages, on verra tout un tas de structures, notamment des vires ou des lacs. La rivière en tresse est la rivière qu'on va retrouver le plus en amont, en tout cas dans les différents systèmes de rivières dont on va parler, les grands systèmes de rivières. Alors, ce sont des systèmes qui sont dans le Piémont, donc on n'est plus en montagne, on commence à être déjà dans la vallée, donc dans le Piémont, mais on est quand même plus en amont que les rivières méandriformes. Comment ça fonctionne ? C'est un système avec un grand chenal dans lequel on va avoir des formations de barres, dites barres de chenal, qui vont se former et potentiellement se déplacer. Entourant ce grand chenal à barres de chenal, on va avoir une grande plaine d'inondation. Alors, pour être plus précis, en fait, on va avoir une bordure ici qui limite le chenal. Cette bordure s'appelle des levées. Dans ces levées vont s'accumuler des sables, des accumulations sableuses, et en fonction des périodes, des apports hydrologiques, on va pouvoir déborder du chenal vers la plaine d'inondation et apporter dans la plaine d'inondation une fraction plus fine que les parties d'accumulation sableuse dans les levées. Cette fois-ci, on va apporter plutôt des argiles, des limons lors des crues. Alors que au cours de l'écoulement, que ce soit lors des périodes de crue ou lors des périodes normales, on va avoir des barres de chenal, donc des zones d'accumulation de matériel. Ces zones ont des structures particulières, on peut y trouver des rides ou des structures en auge, et ces barres de chenal vont se déplacer. Et donc, quand on regarde en coupe, on va avoir une direction de courant qui va être marquée par ces barres de chenal, des zones avec un peu plus de barres de chenal qui vont s'amalgamer les unes sur les autres, et puis des intercalations, parfois, si le chenal change complètement d'orientation, des intercalations de dépôts plutôt de plaine d'inondation. Dans ces rivières en tresse, on va avoir du sable, du gravier, voire des galets, donc on peut avoir des granulométries extrêmement grandes. On va avoir dans ces rivières en tresse, on va avoir une tendance à avoir nos barres de chenal ou nos levées qui vont avoir tendance à être végétalisées. Vous pouvez aller, par exemple, vous pouvez aller en Dordogne, vous verrez qu'il y a des barres de chenal qui sont très bien végétalisées, qui va avoir tendance à fixer les barres de chenal, même si elles vont pouvoir bouger d'une année à une autre en fonction des crues. Pareil pour les levées, elles peuvent être brisées, ces levées,
peut-être déplacer le chenal en fonction de la dynamique hydrologique ou du profil de la pente. On va avoir dans nos barres une zone plutôt en amont à pente forte et en aval à pente douce, donc plutôt à pente forte ici et plutôt douce de ce côté-là. Et enfin, on va pouvoir former des dunes et recouvrir le tout de rides dans ces barres, en fonction, en fait, des géométries qui vont être assez similaires, mais qui n'ont pas la même taille. Lorsqu'on fait une coupe de ces barres, on va avoir des stratifications qui vont être obliques et qui vont nous permettre de voir une direction de courant. Et on va aussi voir que si verticalement, dans une barre, on va avoir une granulométrie décroissante depuis les parties les plus grossières, depuis les parties les plus fines vers les parties les plus grossières. Donc ici, vous avez par exemple un exemple de rivière en tresse, le Brahmapoutre, dans sa dynamique, on va dire, en basse eau, avec pas de crue, et puis ici, dans sa dynamique en crue, vous avez un ensemble de barres qui va pouvoir ainsi bouger. Vous voyez, une forte possibilité d'être inondé et de déborder dans la plaine environnante. Il faut bien faire attention de ne pas confondre les rivières anastomosées des rivières en tresse, les rivières anastomosées étant des rivières dans lesquelles il y a plusieurs chenals, alors que les rivières en tresse, c'est un chenal qui est rempli par différentes barres qui vont se déplacer. Si on continue à descendre vers le bassin, on va rencontrer des rivières, cette fois-ci dites méandriformes. Elles ont la particularité de former des méandres, comme ici, des grands structures onduleuses, et elles vont se déplacer très fortement au cours du temps, et notamment au cours des formations et des déformations de ces sinuosités. Donc dans ces systèmes, on va avoir pas de barres comme dans les systèmes en tresse, mais cette fois-ci, on va plutôt avoir tendance à avoir ce qu'on appelle des barres de méandres, donc les virages qui vont être très bien marqués, donc les bords du chenal vont être très bien marqués, avec une zone d'accumulation dans le bord intérieur du virage, et des zones ici d'érosion, qui va être la bordure externe du virage, à l'endroit où on va avoir la levée, qui est le bord du chenal. Et puis tout autour de ça, on va avoir une très grande plaine d'inondation, les rivières méandriformes ayant la particularité d'énormément divaguer dans leur plaine d'inondation et bouger énormément au cours du temps. Elles vont bouger énormément au cours du temps parce que de temps en temps, on va avoir des débordements, comme ici, des crevasses qui vont se former avec des zones de débordement, mais on a aussi des méandres qui vont être abandonnés, comme ici, des anciens mouvements, toute la rivière qui va être abandonnée et qui va se déplacer en rééquilibrant au fur et à mesure de l'activité tectonique ou du comblement du bassin. Lorsqu'on regarde le système, on voit souvent des systèmes dans lesquels on va déposer des sables. Ces sables vont se déposer au niveau des barres de méandres et au niveau des levées. Donc on va pouvoir reconnaître. L'accrétion latérale ici au niveau des barres de méandres forme une structure oblique caractéristique, et lorsqu'on va regarder ça en coupe, on va fortement observer des grandes structures sableuses obliques qui vont être ensuite bordées par des dépôts d'environnement beaucoup plus calmes. Lorsqu'on a un méandre qui est abandonné, simplement qu'entre deux, juste un méandre comme ceci, c'est que le passage en amont et en aval d'une grande sinuosité va se briser et une connexion va se faire à ce niveau-là, ici, abandonnant le méandre qui est devenu beaucoup trop sinueux. Donc on va avoir un débordement qui va créer un nouveau chemin beaucoup plus court, qui va être préférentiellement utilisé par le cours d'eau, ce qui pourrait arriver notamment ici.
Dans ce cas-là, le méandre abandonné va devenir un lac, appelé Oxbow Lake ou Billabong en Australie. Et là-dedans, on va avoir des dépôts classiques de lacs avec des fractions sableuses qui étaient celles de la barre de méandre précédemment existantes et qui vont se combler de plus en plus vers des fractions beaucoup plus fines. Et des chenaux, comme ça, on peut en abandonner énormément de partout dans la plaine. Et donc, lorsqu'on va travailler sur des dépôts de rivières méandriformes, on va avoir tout un tas, au milieu de systèmes de plaine d'inondation, on va avoir tout un tas de zones sableuses avec une granulométrie qui va devenir de plus en plus fine, qui vont être simplement les lacs abandonnés dans cette plaine. Ce phénomène d'abandon dans la plaine s'appelle l'avulsion. Donc là, par exemple, vous avez votre rivière méandriforme, ici, le Rio Mamoré. On voit très bien l'ensemble des méandres qui se mettent en place. Et puis vous voyez tout l'ensemble de ces méandres abandonnés, comme ici. Lorsqu'un méandre est abandonné, la rivière devient beaucoup plus droite. Donc celui-ci a été abandonné a priori il y a peu de temps, parce qu'il est encore bien visible. Il formait un grand méandre, et donc il a pris un chemin beaucoup plus direct ici. Ça forme une géométrie beaucoup plus droite de la structure. Vous en avez encore un ici, et donc la structure beaucoup plus droite. Puis vous avez des abandons comme ça, plus ou moins récents, des structures plus ou moins sinueuses qui vont se former. Par exemple ici, il y a des chances pour que cette partie-là, ce méandre-là, soit abandonné sous peu, étant donné que vous avez eu une toute petite bordure. Et puis vous en avez abandonné beaucoup plus anciens, comme ici, ou ici, voire plein d'autres endroits, en fait, il y en a partout, qui vont vous former des Oxbow Lake, donc des lacs, ou des billabongs, c'est la même chose, c'est simplement les noms locaux. Donc là, vous voyez très bien les méandres qui se forment ici et qui sont abandonnés au cours du temps. Vous les voyez aussi très bien ici, un méandre abandonné qui se forme et qui va être abandonné au cours du temps dans la rivière Padma et ici le fleuve Meghna au Bangladesh. Ces rivières, qu'elles soient méandriformes principalement, mais en tresse vont donner sur des deltas qui vont pouvoir se jeter soit à l'interface fleuve-océan, soit à l'interface rivière-lac. Dans les deux cas, c'est la même chose. On va souvent avoir des différences en termes de taille, mais dans les deux cas, ça va être exactement la même chose. C'est une interface entre notre système fluviatile et notre système océan ou lac, c'est-à-dire grand bassin ennoyé. Ici, vous avez par exemple un delta, un très beau delta dans le Yukon. Donc c'est vraiment une forme caractéristique, mais on va voir qu'il y a différents types de formes avec des dynamiques variables. Les deltas sont caractérisés par des forts apports en alluvions et une subsidence active. En fait, c'est très simple, on apporte beaucoup de matériel, c'est la zone où on va éjecter l'ensemble du matériel transporté par le fleuve, donc qui est canalisé dans le fleuve, on va l'éjecter dans le bassin, et donc c'est la zone où on apporte le plus de matériel, donc du coup, on apporte le plus de masse, cette masse va avoir une tendance à créer de plus en plus de subsidence. Et donc c'est une zone très dynamique. Comment ça marche? On va avoir un delta qui va être composé d'une plaine deltaïque, ici. Donc c'est juste un petit peu en arrière vraiment de l'interface, alors on va dire océan-fleuve, où on va avoir cette plaine d'inondation, notamment en crue, dans lequel on va avoir des débordements qui vont être possibles, et qui va être ramifié par de nombreux, plus ou moins nombreux, chenaux. Donc c'est vraiment la zone où notre rivière, par exemple méandriforme, va commencer à se ramifier pour former le delta. Dans cette zone-là, on va avoir des étendues marécageuses qui vont être souvent riches en matière organique dans les environnements humides, alors qu'elle va être plutôt évaporitique dans les environnements chauds et secs. Lorsqu'on continue à avancer, on va avoir le front du delta cette fois-ci,
qui est vraiment la rencontre entre l'eau douce et l'eau salée, si on a un delta qui va arriver dans l'océan par exemple. Ce front du delta est constitué souvent de sable et de limon, hein, dans la partie qui va être subaérienne. On va former des marécages, des tourbières, alors que dans la partie sous-marine, hein, sous-aquatique, on va avoir plutôt les parties un peu plus fines, telles que les limons et les argiles, qui vont pouvoir être exportées plus loin. Cet ensemble-là va être chenalisé, que ce soit sur la partie aérienne, mais aussi sur la partie sous-aquatique, et on va avoir des systèmes notamment de levée et des systèmes de débordement qui vont se mettre en place. Et donc on va avoir une structure ici dans le front de notre delta avec vraiment les zones sableuses dans l'embouchure, alors qu'on va avoir des zones beaucoup plus fines dans la partie le plus en avant du delta, la partie prodeltaïque. Alors des deltas, il y en a de formes différentes, de dynamiques sédimentaires différentes, donc il n'y a pas un seul type de delta, on voit plusieurs morphologies, hein, mais il y a des modèles divers et variés. Et donc ce qu'on voit souvent, la première chose, c'est qu'on va avoir une granulométrie particulière dans ces deltas et des charges sédimentaires différentes. Donc c'est assez simple, on va avoir ici un delta avec une faible charge sédimentaire, relativement faible hein, par rapport à l'autre exemple, avec peu de sable en embouchure et beaucoup de dépôts argileux qui vont être exportés au loin. De l'autre côté, si on a un fleuve qui apporte énormément de matériel, hein, avec beaucoup de sable notamment, cette fois-ci, on va avoir une structure avec des graviers beaucoup plus importants, beaucoup plus de sable qui vont être exportés dans les environnements plus distaux, alors que le prodelta, lui, va être beaucoup plus petit et toujours composé de matériel assez fin. Donc des géomorphologies différentes liées à la granulométrie et à la charge sédimentaire. On va avoir des topographies qui vont être très variables en fonction de la pente et en fonction de la dynamique hydrique que l'on va avoir, dont je vais vous parler juste après, si c'est le fleuve qui domine ou si c'est la houle ou la marée. Et on va avoir déjà la topographie qui va être importante en fonction ici de la pente. À faible pente, on va avoir la majorité de notre matériel qui va s'accumuler sur le bord du delta, avec un front du delta qui va être peu profond mais très étendu. Alors qu'on va avoir un ressaut topographique extrêmement important, hein, donc une pente très importante, on va avoir l'accumulation du matériel qui va avoir tendance à se faire ici au bord de nos chenaux, à l'interface fluviatile marine, et qui, à force d'accumulation, va avoir tendance à être exporté sous la forme de dépôts de pente et de turbidite. Donc on va avoir une accumulation pendant un certain temps et qui va être ensuite dévaler la pente et exporté beaucoup plus loin. Donc comme je vous disais, on a des morphologies de delta qui sont assez variables, lorsqu'on les regarde, hein, notamment en vue aérienne, qui vont dépendre tout simplement du processus dominant de la sédimentation et du régime hydrologique dominant. Donc le delta classique, c'est le delta du Nil, hein, qui a la forme d'un delta, tout simplement. Comme vous voyez ici, c'est le schéma classique, hein, qui va se ramifier, puis se ramifier en plusieurs parties. Et on va reconsidérer trois grands modèles particuliers. Le delta dit dominé fleuve, tel que le delta du Mississippi, le delta dominé marée, comme le delta du Gange, ou le delta dominé vague, ou houle, qui est le delta du Rhône. Donc je vais vous présenter les trois exemples. Lorsqu'on va avoir un fleuve extrêmement important qui apporte beaucoup de débit et donc beaucoup d'apports sédimentaires, on va avoir le delta qui va avoir une tendance à avancer énormément dans la mer, dans le bassin. C'est ce qu'on appelle un delta dominé fleuve, comme ceci. Donc il va se ramifier sur la bordure, mais il a tendance à sortir du trait de côte aux alentours, comme vous voyez ici, là il y a le trait de côte et on voit très bien le delta qui sort énormément, qui avance dans le bassin, et il continue à avancer tout simplement parce qu'il apporte toujours plus de matériel sur lequel il va continuer à avancer. Donc ça forme un delta qui s'insère énormément dans son bassin, comme ceci, et qui va apporter une grosse charge sédimentaire
tout du long. Vous avez ensuite le delta de type à dominance vague, ou vous pouvez trouver aussi houle, où cette fois-ci on va avoir le matériel qui va être apporté par le réseau fluviatile qui s'est mis en place, et qui va être fortement redistribué le long de la côte, comme ceci, par les vagues, donc le battement naturel de l'eau. Donc ces vagues ici vont remobiliser le matériel qui va se déposer à l'embouchure et le redéposer sur les bords de l'embouchure, formant des grands systèmes très droits avec des flèches littorales comme ceci, qui permet une redistribution extrêmement importante du matériel sédimentaire apporté par le fleuve sur les bords de l'embouchure. Donc ça c'est l'exemple classique, c'est le delta du Rhône. Le delta du Nil se rapprocherait un mixte entre ça et le delta dominé fleuve. Puis le troisième morphologie classique de delta, ça va être les deltas dominés par la marée, où là ce sont des deltas qui sont extrêmement fortement chenalisés, notamment la partie du front du delta, tout simplement parce que la marée va et vient énormément, avec des forts courants qui sont générés par cette marée, ce qui a tendance à fracturer, à former des chenaux extrêmement importants dans lesquels elle va venir et reculer, formant l'ensemble de ces îles qui vont être alors parallèles à la direction de la marée et qui vont être en fait composées de beaucoup de sable, donc ça va être une zone de dépôt sableuse, alors que les chenaux vont être des zones où on va plutôt ne pas avoir d'accumulation de sable, donc sous une forme comme ceci. Donc des deltas qui vont être assez droits et très fortement chenalisés. On va avoir d'autres cas particuliers de delta, ce qu'on appelle les deltas, les Gilbert delta, le delta gilbertien, qui sont des deltas un peu particuliers, qui sont marqués par une pente extrêmement forte. Donc ici, vous avez les dépôts de topset, et puis vous avez ici les systèmes de forset, donc qui sont obliques, et chez les deltas gilbertiens, en fait, ils ont une pente qui vont être extrêmement marquée, avant de partir vers les bottom set, extrêmement marquée, donc très obliques. Et ce sont des deltas classiquement observés dans les environnements où on va avoir une pente très forte, donc ces forsets qui vont être très importants, et beaucoup d'apports sédimentaires, donc beaucoup de dépôts, notamment des dépôts le long de ces pentes-là, qui vont suivre un écoulement gravitaire, et puis dans le bottom set, on va avoir principalement des turbidites, alors que dans la partie supérieure, on va avoir des graviers, donc des granulométries assez grossières. Donc ici, par exemple, vous avez des différents exemples de delta gilbertien. Comme ici, vous avez un delta gilbertien qui s'est mis en place dans un réservoir d'eau. Ici, vous avez le petit delta d'un fjord, des fjords ont une pente extrêmement importante, ou ici, vous avez un système de delta dans le rift de Corinthe en Grèce. Donc ce sont des deltas qui sont alors, plutôt de petite géométrie, de petite taille, mais qui sont assez couramment observés dans les environnements glaciaires, par exemple dans les environnements de fjords, ou lorsqu'on va avoir une rivière de Piémont qui va déboucher dans une zone à tectonique active, comme un rift, on va avoir une pente extrêmement forte, et ces deltas qui vont se mettre en place. Pour terminer sur cette vidéo, j'aimerais vous rappeler que les environnements continentaux sont très variés. On peut enregistrer une sédimentation éolienne comme aquatique dans des environnements chauds et secs, dans les genres chauds et humides ou encore tempérés et humides. Ces environnements sont vraiment très variés, peuvent être très proches les uns des autres géographiquement. Donc il faut faire très attention parce qu'on va avoir des connexions entre ces différents environnements à petite ou à moyenne échelle. Il faut bien se rendre compte, par contre, que lorsqu'on regarde le registre sédimentaire, de manière générale, ces environnements continentaux, ces paléo-environnements continentaux, restent quand même minoritaires par rapport à l'ensemble des dépôts sédimentaires qui sont observés sur Terre. Ils sont moins bien enregistrés parce que très discontinus, et qu'il
faut avoir une subsidence dans les bassins pour qu'ils soient enregistrés, ce qui n'est pas toujours le cas, alors qu'on va avoir une dominance, une surreprésentation en comparaison des environnements marins, qui restent quand même beaucoup plus représentés à l'heure actuelle sur Terre, mais aussi qui s'enregistrent beaucoup mieux. Et donc dans la prochaine vidéo, nous attarderons sur les environnements marins.